Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et justement, l'actualité aujourd'hui, c'est bien sûr le dossier de reprise de l'usine du Sud et la deuxième table ronde qui s'est terminée aux alentours de 3 heures du matin au terme de 10 heures de discussion. Pour en parler, notre invitée, c'est Sonia Backès, la présidente de la province Sud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré une nuit qui a été particulièrement courte. Je disais un accord qui s'est conclu aux alentours de 3 heures du matin, 10 heures de discussion. Qu'est-ce qu'il faut en retenir essentiellement ? Il y a eu un accord, ça veut dire qu'il y a eu un compromis, il y a eu des concessions de part et d'autre ? Oui, compromis, c'est effectivement le mot qui a été repris à plusieurs moments de la soirée. Ce compromis, il permet de lever les barrages. C'était quand même un élément extrêmement important. C'est un compromis qui est trouvé avec toutes les forces politiques de la Nouvelle-Calédonie. Donc on peut considérer qu'il est important et fort. Et c'est un compromis qui va permettre à l'usine du Sud de continuer à vivre et de ne pas fermer, ce qui était quand même aussi l'essentiel pour maintenir les 3000 emplois. Alors concrètement, la période de discussion exclusive entre Vallée et Prony-Ressorcier se terminait aujourd'hui, 4 décembre. Vous aviez parlé de réunion de la dernière chance d'ailleurs. Donc cette période est prolongée. C'est vous qui avez été chargé de faire l'intermédiaire et d'expliquer, de demander à Vallée et à Prony-Ressorcier ce nouveau délai. Oui, effectivement, en fait, une visioconférence a été calée avec les différents acteurs du rachat en fait de Vallée pendant qu'on était en réunion, qui n'avait rien à voir avec notre réunion, mais entre le vendeur, le consortium qui achète, l'État et la province Sud. Donc cette visioconférence ayant été calée, j'ai proposé que le sujet de se donner un peu de temps pour régler les problématiques qui restaient soit évoqué à ce moment-là. Donc cette visioconférence avait lieu à 6 heures ce matin. Donc effectivement, j'ai porté la voix de l'ensemble de la table ronde pour dire, effectivement, la fin de l'exclusivité, c'était normalement le 4. L'idée, c'est pas d'étendre la période d'exclusivité, c'est-à-dire, c'était pas de donner une autre date, mais simplement de se donner une tolérance de quelques jours pour finaliser ce qu'il y a encore à finaliser. Et vos interlocuteurs l'ont accepté, étant donné les circonstances, ça n'a pas posé de problème ? Oui, je crois que, vous savez, quand on est dans une offre pareille, dans un dispositif pareil, je crois que tout le monde a intérêt à ce que les choses se passent le mieux possible. Si les problématiques de blocage n'avaient pas été réglées, eh bien, sans doute quelque chose aurait été signé quand même, parce que le deal aurait été fait, parce que Vallée l'a dit très clairement. Vallée a dit, soit c'est cette offre-là, soit il s'en allait. Et donc, les uns et les autres n'auraient pas laissé cette usine et les 3000 emplois s'arrêter. Donc il y aurait eu sans doute une signature, mais là, dans la mesure où un compromis était possible, on a tous eu intérêt à tout faire pour le trouver. C'est un délai de quelques jours seulement ? C'est une période. Oui, alors on n'a pas donné d'échéance exacte, mais effectivement, c'est un délai de quelques jours qui nous permet de régler les problématiques, les 3 points que nous avons évoqués et qui étaient importants pour les deux parties. Je pense qu'on est en capacité, dans les quelques jours, de trouver des solutions sur ces points-là. On va revenir sur ces 3 points parce qu'effectivement, ils sont importants. Ils sont listés dans le relevé de décision de la table ronde. Mais justement, cette seconde table ronde, comment est-ce qu'elle s'est déroulée ? D'abord, quelle était l'ambiance ? On sait qu'il y avait une 40aine de personnes encore autour de la table. Ça s'est bien passé. Chacun était prêt. La première, on avait dit, c'était positif. Chacun a pu s'exprimer, chacun a pu écouter l'autre. Ça a été la même chose ? Oui, alors c'est vrai que la première table ronde, elle a quand même permis à la banque Rothschild d'expliquer le dispositif en fait de vente des parts de Vallée, d'expliquer que toutes les offres ont été traitées avec équité, avec les mêmes règles pour tous, et que donc il y a pas un candidat qui a été moins bien traité que les autres. C'était quand même important, mais malgré tout, c'est vrai que il y avait la volonté de la part du collectif de l'ICAN d'avoir une présentation des deux offres. Donc en sachant c'est évidemment les deux offres sont pas au même niveau, puisque l'offre du consortium calédonien avec Trafigura est la seule offre en fait qui bénéficie de l'exclusivité. L'autre aujourd'hui, finalement, elle n'a plus d'existence, puisqu'il y a bien une exclusivité pour celle du consortium calédonien avec Trafigura. Mais il y a eu on a tous accepté d'avoir la présentation de ces deux offres. Donc la Sofinor est venue présenter l'offre qui s'appelait initialement Sofinor Coréa Zinc. Et finalement, cette offre n'est plus une offre Sofinor Coréa Zinc, puisque la Sofinor s'est retirée de cette offre pour proposer de faire monter à la place une gouvernance
parce que les mines sont en province sud, parce que l'usine est en province sud, une gouvernance qui serait plutôt une gouvernance avec les provinces, mais une majorité pour la province sud et donc une décision par la province sud. Voilà, c'est un point important parce qu'il y avait tout de même un peu une crispation sur cette présence de la Sofinor. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé finalement de se retirer? C'est la pression qui avait été mise ces derniers jours? C'est le fait de réaliser qu'effectivement les mines étaient dans le sud et que donc la Sofinor ne pouvait pas... Qu'est-ce qui a justifié ce retrait? Écoutez, on n'a pas, nous on a pris acte de ce choix. Je crois que, c'est quand même difficile d'imposer. Je pense qu'à un moment donné, il y a une forme de réalisme de la part de Sofinor, de savoir que ils ne pouvaient pas imposer, puisque c'est bien la province sud qui décide à la fin de savoir qui c'est qui va, si cette cession va pouvoir se faire et les conditions dans lesquelles elle va pouvoir se faire. Donc, je pense qu'à un moment donné, la Sofinor était bien consciente qu'elle ne pouvait pas imposer un actionnariat Sofinor dans l'usine du Sud. Donc, ça a été très clair et dit clairement par André Dang, la Sofinor se retire au profit d'une gouvernance avec une majorité province sud. Alors donc la SPMSC, on le dit toujours, un sigle imprononçable, Société de participation minière du Sud calédonien. Vous nous rappelez rapidement ce que c'est? C'est une société dans laquelle il y a les 3 provinces, mais la province sud est majoritaire. Oui, la SPMSC, c'est 50% promo sud, 25% province nord, 25% province des îles. Donc avec au conseil d'administration 2 sièges pour le sud, 1 siège pour le nord, 1 siège pour les îles. Et le sud a la présidence et donc une voix prépondérante. Donc c'est une gouvernance clairement de la province sud. Et quelle part pourrait avoir la SPMSC dans le capital de la future entité? C'est déjà décidé ou ça fait partie des négociations qui vont devoir s'ouvrir? Non, justement, ça fait partie des 3 points que nous devons évoquer dans ces prochains jours. C'est-à-dire que dans les 3 points, il y a cette question de l'actionnariat calédonien. Vous savez que pour l'instant est fixé 50% d'actionnariat calédonien. On ne sait pas comment cet actionnariat sera réparti. Certains considèrent qu'il faut aller jusqu'à 51 et qu'il faut que ce soit 51 SPMSC, c'est-à-dire uniquement les collectivités publiques. Certains, dont je fais partie, considèrent qu'il doit y avoir d'autres actionnaires que les collectivités publiques, et je pense notamment aux salariés qui se sont engagés pour sauver leur usine depuis le départ, qui ont envie de continuer ce challenge, et puis qui, je crois aussi dans le fait que s'ils sont actionnaires de cette usine, ils auront envie qu'elle tourne, et je suis convaincue que ça fera mieux fonctionner l'usine. Donc voilà, ça fait partie des sujets, de savoir si on fait rentrer les salariés, à quelle hauteur on fait rentrer les salariés. Et après, il y a la question de l'investissement privé et des différentes couches de la société qui pourraient être intéressées de rentrer dans l'actionnariat. Donc ça, c'est un des 3 points qui n'est pas aujourd'hui décidé. On doit se réunir demain pour aborder en partie ce sujet-là, pour aborder les 3 sujets qui ont été mis sur la table. Le deuxième sujet, c'est le sujet de... en fait, les 2 sujets suivants sont très liés. C'est-à-dire qu'il y avait un débat entre les 2 offres qui était de savoir quelle stratégie industrielle on menait. Alors, je ne sais pas si tous les Calédoniens comprennent bien... La fermeture de la raffinerie, la raffinerie est fermée. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, on avait dans l'offre du consortium calédonien avec Trafigura, l'idée c'est de s'arrêter un cran avant en produisant du NHC, qui est finalement ce qui est le plus demandé aujourd'hui sur le marché des batteries. Et puis dans l'offre Sofinor Correa Zinc, on avait la volonté de rajouter un cran et de faire une étape de transformation de plus pour aller jusqu'à l'oxyde de nickel. Donc c'était le débat qu'il y avait. Les porteurs du projet Sofinor Correa Zinc considérant à juste titre que Correa Zinc est un expert dans la raffinerie et que donc ils étaient en capacité, là où Vale, Nouvelle-Calédonie n'avait pas forcément réussi à trouver des solutions pour que cette raffinerie marche. C'est pour ça qu'ils l'ont fermée, parce que c'était 30% de coûts en plus, c'était 40% de risques industriels en plus, pour finalement pas un gain très important. C'est pour ça que Vale, Nouvelle-Calédonie a fait le choix de fermer. Mais là, la proposition était de dire, Correa Zinc maîtrise bien ce sujet-là, donc ils peuvent porter un projet de raffinerie. Et puis l'autre sujet qui est lié, et puis je vais venir à la réponse du coup qui est apportée, c'est de dire on souhaite que Correa Zinc puisse venir sur le site. C'était le souhait du FLNKS. C'est la fameuse due diligence qu'il demande. Oui, alors la due diligence, en fait, chacun y mettait ce qu'il voulait, donc on parle plus de due diligence. La question, c'était de savoir est-ce que on associait cet industriel aux travaux qui sont menés. Donc là, l'idée, c'est de dire comment on peut faire venir Correa Zinc et comment
en fait, comment ça peut être du gagnant-gagnant? C'est-à-dire, l'idée, c'est pas d'imposer Coréa Zinc à une offre qui n'a rien à voir, mais l'idée, c'est d'utiliser finalement l'expertise de Coréa Zinc pour faire travailler les industriels entre eux et pour voir comment on peut trouver quelque chose. Donc, l'idée, c'est les 2 points suivants, c'est-à-dire, trouver un moyen pour faire venir Coréa Zinc sur le site. Donc, les industriels, les acheteurs et les vendeurs, donc Vale, Trafigura, CFP, sont en train de travailler sur la manière dont ils peuvent faire venir Coréa Zinc pour faire une expertise sur le site. Et puis après, il y a la question de savoir si on réfléchit ou pas à terme. Alors sans doute pas dans les 3-4 premières années parce que il va falloir équilibrer le nouveau modèle, il va falloir faire Lucie, il va y avoir beaucoup de travaux, donc peut-être que l'histoire de la raffinerie viendra plus tard, mais en tout cas, le jour où la question de la raffinerie et puis d'aller jusqu'à du sulfate de nickel, quand cette question-là se posera à nouveau, eh bien qu'il puisse y avoir un partenariat privilégié avec Coréa Zinc qui est un expert du sujet. Mais alors, on en est là. Coréa Zinc, ils sont partie prenante ou on dit que depuis des mois qu'ils sont silencieux, qu'on n'a pas de contact avec eux. Là, finalement, ils ont repris contact ou ils vont effectivement venir si on leur propose de venir? Ça, c'est une vraie bonne question. C'est la question que j'ai posée à la Sofinor quand ils sont venus. Aujourd'hui, on ne sait pas, puisqu'en fait, on ne les a jamais vus, les uns et les autres. Donc, l'idée, c'est de leur proposer de venir, de savoir pourquoi ils veulent venir, parce qu'en fait, ils ont beaucoup de porte-parole, mais finalement, on ne les a pas entendus, eux. Donc, s'ils veulent venir, eh bien, ils vont pouvoir venir, mais s'ils veulent pas venir, évidemment, ils viendront pas. Et il y a toujours une incertitude donc sur cette participation. Trafigura est également intervenu hier depuis la Suisse en visioconférence. Quel va être son rôle dans la participation du futur projet? Il reste, on garde la participation minoritaire dans un projet ou c'est pas encore bouclé? Oui, effectivement. Donc, vous savez, Trafigura, c'est l'intérêt de Trafigura, c'est que c'est une société de négoce très fort. En fait, en gros, l'apport de Trafigura dans le système, c'est de pouvoir vendre au mieux le produit qui sera produit par Premier Ressources. C'est ça l'idée. Donc, c'est vrai que là, du coup, se retrouver avec Trafigura qui est capable de vendre au mieux ce produit, une usine qui aujourd'hui fonctionne bien dans la production de NHC, et puis cette réflexion qui pourrait être menée avec Coréa Zinc pour aller un cran plus loin, c'est finalement un équilibre gagnant-gagnant entre les uns et les autres, et ça a un intérêt. Donc ce matin, le vendeur et les acheteurs ont validé le principe de prendre ces quelques jours pour savoir comment on travaille ensemble. La question de l'avenue de Coréa Zinc, c'est extrêmement difficile. On n'est pas que dans un processus, on n'est pas d'ailleurs du tout dans un processus politique. On est dans un processus de vente d'une société privée. Et là, d'un coup, on dit à des acheteurs, en fait, on vous oblige quelque part à faire arriver un nouveau player dans l'histoire, qui est un concurrent quand même. Donc c'est pas forcément super simple à accepter. Et puis ça peut pas être de l'espionnage industriel, c'est-à-dire qu'on peut pas envoyer une société extérieure dire vous avez accès à tout sur le site et puis derrière vous allez nous faire concurrence. Donc il faut trouver le bon outil, le bon moyen de faire encore une fois, gagnant-gagnant, travailler les industriels entre eux pour que ça soit l'intérêt de l'usine. Il y a un point qui est évoqué également dans le relevé de décision, ça concerne le fameux barrage et la stabilité du barrage. On sait que c'était l'un des points de revendication de l'ICAN et du collectif. Le rapport d'expertise va être rendu public par la DIMAC et vous acceptez l'hypothèse d'une expertise complémentaire si elle était demandée. Oui, ce que je souhaite sur le barrage, c'est que toute la transparence soit faite. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un côté... il y a un côté un peu légende sur ce barrage. On ne sait pas trop ce qu'il y a, on ne sait pas trop quel est le risque. Tout le monde s'imagine tout et n'importe quoi sur ce barrage. Et je pense que plus on donnera d'informations et plus les gens sauront la vérité et moins ils s'inquiéteront. La réalité, c'est quoi? C'est que ce barrage, il y a eu énormément d'études, d'expertises qui ont été faites dessus. Je peux vous assurer que la province sud casse les pieds à Valais-Nouvelle-Calédonie en lui imposant des normes qui sont 10 fois supérieures à celles de la métropole. C'est pour eux, c'est infernal et on a d'ailleurs des situations de tension régulières sur le sujet parce qu'on leur impose des choses qui sont parfois difficiles. Mais ce barrage, il est considéré par tous les experts comme extrêmement stable. On a c'est des calculs qui sont évidemment incompréhensibles, mais c'est de dire aujourd'hui on a un barrage qui en conditions normales est totalement stable et qui en situation un peu exceptionnelle, c'est-à-dire suite à un séisme est stable sur tous les séismes qui pourraient avoir lieu dans des fréquences de moins de 300 ans. Alors tout ça parle pas grand-chose parce que c'est difficile d'estimer, de savoir si ça va être cette année ou dans 300 ans, mais
Là, on souhaite, nous, aller encore plus loin, puisqu'on veut aller sur des séismes à 1 sur 10 000 ans. Donc, il va y avoir une petite butée qui va être exigée à Valais pour renforcer encore ce barrage. Et surtout, le plus important, c'est que le projet Lucie dont on parle a en fait deux vocations. Évidemment, à arrêter de remplir le barrage en boue humide et en faire des boues sèches, mais aussi, du coup, renforcer le barrage en mettant des blocs qui vont finalement le renforcer. Donc ce qu'on a acté également dans cette table ronde, c'est le fait de dire toute la transparence sera faite sur ce barrage, puisqu'il y a une dernière expertise qui a été lancée par la province et qui est arrivée le 25 novembre d'une société d'expertise internationale sur le sujet, qui a confirmé la stabilité du barrage. Et donc, cette étude sera transmise à tous les gens qui souhaitent la voir. Et j'ai ajouté que si certains considèrent que cette étude n'est pas satisfaisante, qu'il manque des choses et qu'il faut aller encore plus loin, eh bien, on diligentera d'autres études, d'autres expertises, jusqu'à ce que ce sujet du barrage ne soit plus une inquiétude pour les Calédoniens. Ouais, donc pour les différents points qui sont dans ce relevé de décision, et puis il y a le dernier point, le dernier petit paragraphe qui intéresse à mon avis beaucoup les Calédoniens, c'est la suspension des blocages pendant la durée des discussions. Ça a été difficile à obtenir, ça, de la part de l'ICAN, du collectif qui menait un certain nombre d'actions ces derniers jours. Vous savez, j'entends que, évidemment, c'est comme pour tout compromis, il y en a qui sont contents des deux côtés, il y en a qui sont pas contents des deux côtés. Certains considèrent, et j'en fais partie, que les barrages, ils sont juste insupportables et qu'on n'avait qu'à envoyer les gendarmes mobiles pour dégager les accès et puis fin de l'histoire. C'est vrai, et ça a été fait dans certains endroits. Ça a été fait pour dégager les routes, ça a été fait devant les institutions, ça a été fait au port, enfin, ça a été fait dans certains endroits. Et je pense qu'il faut garder ce rapport de force parce que c'est absolument... D'abord, c'est illégal, et ensuite, c'est insupportable de fonctionner sous la menace. Donc, c'est ce qui a été dit, c'est ce qu'on a dit nous, c'est ce qu'a dit le haut-commissaire. Mais on ne peut pas continuer imaginer une vente dans de bonnes conditions. On ne peut pas continuer à imaginer que les Calédoniens passent les fêtes dans des conditions de tension comme celles qu'on avait, que les gens qui habitent au sud du Mont-d'Or puissent se demandent à chaque fois qu'ils viennent à Nouméa s'ils vont pouvoir revenir dans l'autre sens. C'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut quand même se parler, et c'est ce qu'on a voulu faire. Mais se parler, ça se passe dans des conditions normales. Et donc, il n'y a pas de raison de prendre en otage les Calédoniens pendant qu'on se parle. On a tous fait les démarches pour trouver ce fameux compromis, et donc c'était pour nous une évidence de mettre effectivement en condition le fait que ces barrages soient levés. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de barrages qui sont levés. On a donné jusqu'à 18 heures pour que ces barrages soient levés. Il en reste quelques-uns. Je crois qu'il reste une partie à la SLN, l'usine du Sud, qui, je crois, va sans doute bouger dans l'après-midi. Mais en tout cas, c'est absolument indispensable que ces barrages soient levés. C'était une condition, et donc ce soir à 18 heures, a priori, tout devrait revenir à la normale. Les prochaines étapes maintenant, les prochaines échéances, vous parliez d'une réunion dès demain. Oui, j'ai effectivement informé Raphaël Mapou ce matin suite à la visioconférence du fait que les acheteurs et les vendeurs avaient accepté ce délai de tolérance par rapport à la signature. Donc ce délai il doit nous permettre d'avoir les discussions sur les 3 sujets qu'on a posés sur la table. J'ai proposé, pour l'instant, je n'ai eu que Raphaël Mapou qu'on fasse cette réunion demain. On la fera sans doute en présence de l'État et des différents acteurs institutionnels pour commencer les discussions sur les différents sujets. Même format, table ronde, ou peut-être un peu moins de gens, uniquement les personnes directement concernées par l'évolution du dossier? Je vais en discuter avec les différents intervenants de la table ronde. Je ne sais pas si tout le monde voudra continuer à participer. Les maires ont participé aux 17 heures de réunion et je les en remercie. Est-ce qu'ils voudront participer aux discussions sur l'actionnariat calédonien ou sur l'avenue de Corée-Azing? Je ne sais pas. Enfin, je poserai la question aux uns et aux autres de savoir qui veut participer. Le rôle de l'État, il appuie cette recherche de solutions, il est présent, ne serait-ce qu'au travers de la présence du haut-commissaire, il est présent dans tout ce processus? C'est quand même, je le dis, et évidemment partisan de l'indépendance, mais on voit bien qu'on a eu encore une fois besoin de l'État pour réussir à nous mettre autour de la table et à parler. Alors sur le sujet du nickel, c'est souvent le cas. Et puis bon, faut rappeler quand même une chose, c'est que aujourd'hui, les garanties de l'État, les prêts accordés par l'État, etc., sur les 3 usines, c'est à peu près 200 milliards de francs. Donc, aujourd'hui, l'État a un rôle
extrêmement important. Alors, d'une part de facilitateur évidemment, mais d'autre part un rôle financier. Sur la vente de Vallée, c'est quand même de l'ordre de 50 milliards qui sont mis par l'État. C'est quand même pas rien. Ouais, donc pour les grandes lignes de ce relevé de décision de la table ronde, aujourd'hui sur la vacation, donc le 4 décembre, on avait parlé de date butoir. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'usine du Sud est sauvée, qu'elle ne sera pas mise sous cloche au 31 décembre par Vallée ? Je pense qu'effectivement les choses vont dans le bon sens et que aujourd'hui le vendeur et les acheteurs sont prêts à signer. C'est aujourd'hui nous qui avons demandé quelques jours de sursis, donc un accord sera signé quoi qu'il arrive. Alors effectivement on préfère que ça se fasse dans le calme et dans le cadre d'un accord. Mais effectivement, la priorité, je le répète, la priorité de la province Sud, mais c'était aussi celle de l'État et celle d'un certain nombre d'acteurs politiques, c'était de sauver les emplois. Aujourd'hui, je considère qu'effectivement, les emplois sont et seront sauvés par la responsabilité des uns et des autres. Satisfaite, soulagée au terme de ces 17 heures de discussion, un peu fatiguée, on imagine ? Oui, alors bon, les choses ne sont pas terminées. Encore une fois, on a des discussions à mener. Il faut savoir dans quelles conditions les 3 points avanceront. Donc, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais effectivement, je pense que ça va dans le bon sens qu'on ait réussi à se parler. Merci en tout cas, Sonia Baquez, d'être venue nous préciser, nous détailler ce relevé de décision de la table ronde qui s'est terminée, je le rappelle, aux alentours de 3h du matin. Merci de votre présence dans ce magazine Transparence. Merci. Un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45 et qui sera disponible dans quelques instants en podcast audio et vidéo sur notre site. Passez une excellente après-midi. Votre prochain rendez-vous d'info, c'est à 13h.